Le Comptoir, le podcast des GBU. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point est-ce que tu dirais que t'aimes ton corps ? 4 sur 5. Je dirais en vrai 4. 3 ou 4. Je dirais peut-être 3. Je sais pas, je dirais 4. Est-ce que l'appréciation que tu as de ton corps a changé avec le temps ? Quand j'étais au collège, je n'aimais pas du tout mon corps. Donc j'étais très très mince, très fine, avec pas de forme du tout. Et quand je voyais mes copines autour, ça me rendait un peu jalouse. Tout le monde me critiquait aussi parce que j'étais très fine. Avec le temps, ça s'est développé. Et voilà pourquoi j'aime mon corps aujourd'hui. Surtout le sport qui m'a aidé à apprendre mon corps, le connaître et l'aimer plus. C'est bizarre à dire comme ça, mais en fait, puisque j'en avais rien à faire des autres, je me concentrais juste sur moi. Enfin, c'est juste qu'à un moment, t'es en mode qu'est-ce qu'on s'en fout Quel point est-ce que tu dirais que c'est important d'aimer son corps ? Pour ma part, si tu ne t'aimes pas toi, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avancer dans la vie, tu ne peux pas aimer les autres, tu ne peux pas vivre avec les autres. À partir du moment où tu arrives à bien te sentir dans ton corps et bien dans ton esprit, tu peux à peu près tout faire. Aimer son corps, c'est pouvoir être en paix avec soi-même. Enfin, je pense que c'est quand même un minimum important parce que on est aussi dans une société qui met vachement de pression sur l'image, sur ce qu'on projette, etc. Mais je pense que c'est intéressant aussi de se dire qu'on est vachement plus qu'un corps. Enfin, moi, je préfère ce qu'il y a dans ma tête. Et est-ce que tu as l'impression de prendre soin de ton corps ? Prendre soin de mon corps, non, mais c'est vrai que de temps en temps, je peux le mettre en valeur. Donc, ce qui fait que je l'aime davantage et j'ai plus confiance en moi, mais sinon, sans plus. Par exemple, je fais du sport, donc c'est bon pour le corps. Faire attention à ce que je mange, j'essaye. Je ne prends pas du tout soin de mon corps pour ma part. Mon alimentation n'est pas la meilleure, il ne faut surtout pas la suivre. Ça fait toujours du bien de prendre le temps à la salle de bain. Tu fais les petits masques, tu refais le vernis, des trucs comme ça. Ça fait du bien. Hello Colline, comment on se Salut. retrouve ? Comment ça va depuis la dernière fois ? Ça va bien et toi ? Bah tranquille hein. Est-ce que tu as bouleversé tes habitudes depuis le dernier épisode ? L'épisode sur les changements m'a pas mal fait réfléchir, en partie sur ma manière d'entretenir mes relations avec mes amis quand on est à distance. Donc j'essaye de plus prendre des nouvelles d'eux régulièrement et d'être plus intentionnelle dans ces relations. Et toi ? Écoute, moi j'ai décidé de prendre soin de mon corps cette année. Ok. Parce que de toute manière, c'est important d'en prendre soin. Parce que mon corps et mon esprit ne font qu'un, non ? Ah, en vrai, je suis pas sûre. Enfin, pour moi, il y a une petite forme de dissociation. On peut aussi se dire qu'on est plus qu'un corps, comme l'a rappelé une étudiante dans le micro-trottoir qu'on vient d'écouter. Il y a aussi ce qu'on a dans la tête. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On a entendu qu'aimer son corps permettait d'être en paix avec soi-même. Ou encore que c'était important pour pouvoir aimer les autres. Je trouve ça fort, pas toi ? Ouais, voilà. Et on voit que du coup, notre corps, c'est comme une enveloppe externe qui est soumise sans cesse au regard des autres, à leur approbation, mais aussi à leurs critiques, qu'elles soient positives comme négatives, genre « t'es trop belle » ou les réflexions débiles qu'on a pu vivre au collège du style plan Chapin ou Binoclard. Ouais, c'est vrai. Après, au collège, on est plus jeune, on est souvent immature. C'est vrai. Et puis on grandit, on apprend à moins compter sur la vie des autres. Enfin, disons pour certains. Parce que pour d'autres, le regard des autres, il continue quand même de compter. Pourtant, apprendre à se connaître soi-même, réaliser que nos émotions sont liées à notre corps, ce n'est pas inné, ça coule pas forcément de source. Le comptoir est donc allé à la rencontre d'un psychomotricien qui va nous en dire plus sur ce sujet de son point de vue d'expert. Il s'appelle Jacques Ferté, il est originaire de l'Aube et en fait, après une reconversion professionnelle, il est devenu psychomotricien. Et il est basé plutôt dans le sud-est de la France. Je vous laisse le découvrir. Reportage. Bonjour monsieur Jacques Ferté. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer quels sont les troubles que vous avez le plus vus ? Est-ce qu'on peut dresser, entre guillemets, un portrait robot des raisons qui peuvent amener quelqu'un à ne plus vouloir, par exemple, manger ou trop manger, ou bien avoir des troubles par rapport à son corps ? Il peut y avoir plein de raisons qui amènent à compenser par la nourriture ou au contraire à ne pas se nourrir. Là, pour être un peu au fondement, il y a une insécurité qui peut être pour le coup due à plein de raisons. Pour des raisons familiales, pour des raisons d'études, pour des raisons, avec la période du Covid, on a été plongé dans une période où on était dans de l'incertitude complète, donc qui nous renvoie à une insécurité, au fait qu'on ne maîtrise pas. Et en général, peut-être plus particulièrement dans nos sociétés, on n'aime pas quand on ne maîtrise pas.
L'alimentation peut être un moyen de maîtriser quelque chose. On dit souvent que dans l'anorexie, il peut y avoir ce fait de vouloir, on maîtrise son corps, on le contraint, pas nécessairement conscient, mais voilà, d'avoir une maîtrise et de pouvoir aussi contrôler son corps, qui est plus facile à contrôler que son esprit. Et dans nos civilisations, on considère souvent son corps comme étranger, que ce qui est important chez nous, c'est l'esprit, l'intellect, voire l'âme. En psychomotricité, on ne sépare pas les deux. Vous avez des difficultés à accepter votre corps ou à être trop préoccupé de la façon de ce que vous reflétez. Encore une fois, ça va rejaillir sur la façon dont vous pensez, dont vous fonctionnez, dont vous allez interagir avec les autres. Je pense que pour les jeunes, mais pas que, on a plein de normes extérieures à nous. Et on a besoin de s'identifier, on ne peut pas se construire tout seul. Et en même temps, il faut qu'on puisse se construire par rapport à soi. Quelle va être la place qu'on accorde au corps, particulièrement dans notre société plutôt européenne, occidentale, dans la construction psychique d'un individu au cours de sa vie ? Donc on est dans une société qui est encore très marquée par cette séparation entre le corps et l'esprit, et avec cette notion que le corps c'est inférieur, que ce qui compte c'est l'esprit. C'est-à-dire, on voit notre corps comme extérieur à ce qu'on est. C'est quelque chose de pas important, c'est un outil, c'est notre véhicule. Donc il faut qu'il soit beau quand on va dehors, ou il faut qu'on fasse de la musculation pour que notre corps nous permette d'agir, mais c'est un objet. Or, on se construit par le corps. C'est par nos expériences motrices, par le fait de pouvoir se déplacer, le fait d'acquérir la capacité de se déplacer qui va permettre à l'enfant d'aller explorer. Et il y a vraiment cette notion qui est que le corps, il n'est pas inférieur, il est premier. C'est ce qui est là en premier. Et la psyché, les émotions se construisent à partir du corps. Les émotions, en général, on dit, c'est des états du corps. Hein. On a le cœur qui bat, on sue, donc c'est corporel. Mais même notre fonctionnement, la façon dont on va penser, elle est marquée par les expériences qu'on aura faites avec notre corps. Est-ce que vous avez des conseils pour qu'on commence à peut-être apprendre à mieux s'accepter et à être en meilleure relation avec son corps ? Alors en psychomotricité, on a une gamme d'outils centrés sur ce qui est relaxation. Mais ce qui est le plus médiatisé, on va dire, c'est ce qui est méditation pleine conscience, ou yoga, tai chi ou qigong, qui sont toutes des médiations, des techniques. En fait, on a des mouvements ou de la respiration qui doit amener un effet de relaxation aussi mentale, de bien-être. Donc il y a quelque part ce fait de dire que les deux, le corps et l'esprit, sont liés. À titre individuel, pour soi, c'est de commencer par observer, c'est-à-dire prendre conscience. Et donc là, en l'occurrence, c'est s'observer soi. C'est d'avoir ce petit œil intérieur d'attention, de porter attention justement à son corps. Alors pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est la marche. Au moment où j'ai fait ma reconversion, j'ai noté qu'effectivement, quand je marchais, mon bras droit, il bougeait pas en fait. Le bras gauche, il y avait le ballon, mais pas le bras droit. Je l'ai noté, on l'observe. Et j'ai pas fait un travail spécifique, mais quelque part, le fait juste d'en prendre conscience, en fait, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un ballon qui est plus équilibré. La base, c'est de commencer par observer. Et donc, s'observer soi, s'observer comment on fonctionne dans le quotidien, comment on se déplace, comment on fait les gestes, et puis aussi s'observer quand on est en relation. Observer les réactions qu'on peut avoir physiques. Il y a des choses qui sont intéressantes. Parfois, quand on donne des cours pratiques, on est dans une salle, il y a certaines personnes qui vont se mettre dans un coin. Systématiquement, elles vont toujours derrière, dans un coin. Et donc, on peut faire ça pour soi aussi. Tiens, quand je suis dans un groupe, je note que je me mets toujours à l'autre bout de la table. Quelqu'un qui a une grosse difficulté par rapport à l'image de soi, c'est bien de se faire accompagner. Après, pour l'entourage proche, c'est toujours... Souvent, c'est des choses qui ne sont pas simples parce que c'est ancré très profondément dans des mécanismes que la personne ne comprend pas trop bien. Pour l'entourage, c'est d'avoir un regard qui va être bienveillant. Et peut-être que vous l'avez noté, mais quand vous avez un ami ou une amie qui est dans cette situation-là, si vous lui dites « mais non, il n'y a pas de problème avec tes mains, mais non, tu n'as pas un gros nez », en général, ça n'a pas beaucoup d'effet. Ça ne se dénoue pas comme ça. Il n'y a pas de réponse simple. Chaque personne, ça va être différent. Il peut y avoir un travail de fond, et il peut y avoir parfois, pour certaines personnes, des changements de comportement qui peuvent les aider. Pour être dans un rapport juste de la façon de vivre dans son corps, il faut nourrir cette individualité, et bien quelque part de montrer que la personne a de la valeur. Ce type de changement, ça vient de la personne, c'est jamais de l'extérieur.
Waouh, c'était hyper intéressant. Hmm. On voit bien que Jacques veut nous transmettre plusieurs choses importantes, notamment le fait que le corps est important et pas secondaire. Aussi qu'on cherche à contrôler notre corps, parce qu'en fait c'est plus facile de contrôler notre corps que de contrôler notre esprit. On le contrôle un peu comme par procuration de ce qu'on n'arrive pas à contrôler par ailleurs. Et en fait, on a ce besoin de contrôle qui est tiré de normes sociales, de ce qu'on s'impose nous-mêmes, mais aussi de ce que les autres voient, pensent, disent. Donc je me demande comment on fait pour équilibrer entre les autres et soi-même, parce qu'on baigne dans un environnement social et humain, et qui en plus est instable. Ouais, c'est clair. Évidemment, on est fait pour interagir, donc on se construit en relation avec les autres. Mais une façon de se construire, c'est de commencer dès l'enfance au moyen du corps, en explorant et aller vers les autres. Et cette exploration, donc ce corps, il construit nos émotions. Il nous sert à gérer, découvrir, développer des nouvelles sensations. On a besoin du corps, il est là en premier, et le reste se construit à partir de lui, pas en dehors ou sans lui. Ouais, c'est clair. Du coup, on peut déjà apprendre à s'apprendre, à se connaître, à s'observer, parce que même des petits gestes qu'on fait par habitude, qui nous paraissent bénins, sont en fait le reflet de notre positionnement et de notre construction. On voit aussi que Jacques il nous apporte une solution, qui est de développer la bienveillance dans le regard d'autrui, pour mieux entourer et mieux comprendre l'autre. Yes, et je te propose d'écouter une chronique de Julissa, qui est artiste, chanteuse et se consacre à l'écriture de musique et littérature, et qui va nous donner quelques clés plus pratiques tirées de son expérience. Ok, trop cool. Discussion au comptoir. À ce stade de l'année, vous devriez avoir les abdos sculptés. Janvier, première année de comédie musicale. Voilà ce que nous disait notre prof de danse alors qu'on s'astreignait à un entraînement éreintant pour éliminer le laisser-aller des fêtes. Obsédée par le niveau de performance, j'entraînais mon corps sans relâche. Ni la fatigue, ni les blessures, ni la maladie et les problèmes personnels ne devaient l'arrêter dans sa course. Parce qu'après tout, show must go on, le spectacle doit continuer. Cette pression omniprésente dans le milieu artistique provient souvent du mantra « Votre corps est votre seul outil de travail, prenez-en soin ». Un mantra qui s'inscrit dans la culture du développement personnel et du self-care avec ses rituels de bien-être à argile, à l'huile de karité ou de jojoba qu'on voit partout sur Insta. Personnellement, je me demandais souvent si mon corps méritait ces soins. Je sacrifiais mon bien-être physique au nom de l'excellence. Ma voix devait être polyvalente, mes yeux capables de verser des larmes s'il le fallait. Je négligeais parfois mes repas, répétant inlassablement pour satisfaire professeurs, publics et directeurs de casting. Mon corps n'était plus le mien, mais une toile où chacun pouvait peindre son jugement, des compliments aux critiques. Il était devenu une machine opérationnelle, dissociée de ma personne, uniquement dédiée à atteindre un but, un plaisir ou une addiction, la désincarnation. On nous dit de l'aimer, ce corps. Mais difficile de l'aimer quand celui-ci refuse de coopérer et entrave la réalisation de nos objectifs. Après tout, tous les efforts et sacrifices ne garantissent pas une mémoire infaillible et les imprévus, tels que la maladie ou la fatigue avant un casting, qui peuvent toujours survenir. En rentrant chez soi, avec ce corps, ce seul outil de travail, ce seul allié qui devient notre ennemi, un rituel de self-care suffira-t-il pour se réconcilier avec lui ? Sommes-nous donc voués à entretenir cette relation amour-haine avec ce corps ? N'est-il précieux que parce qu'il exécute des prouesses ? Sans toutes ces aptitudes, sans tout ce bruit et ces félicitations, que devient-il ? Un jour, il croule sous les bravos, et le suivant, on lui dit qu'il n'est pas assez. On lui dit qu'à ce stade de l'année, il devrait avoir les abdos sculptés. Alors effectivement, il est préférable de l'aimer, ce corps. Après tout, on n'en a pas d'autre en stock. Se reposer et se chouchouter n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais les masques à l'argile nous suffiront-ils pour aimer notre corps tous les jours de notre vie ? La confiance en soi fluctue si souvent, et je pense qu'on n'a pas trop le contrôle dessus. Moi, je pense que pour s'aimer, on a besoin d'être aimé. On a besoin de quelqu'un, d'extérieur, qui nous rappelle notre valeur dans les jours gris. On a besoin qu'on nous aime de façon inconditionnelle, nous et ce corps imparfait, limité et qui commet parfois des erreurs. Qu'on se tue à la tâche ou qu'on soit affalé sur son canapé, on a besoin de ce regard bienveillant et encourageant qui nous remplit de l'intérieur. Mes proches, le public ou le jury d'un casting ne peuvent pas me valoriser de façon inconditionnelle, car ils sont humains et que leur jugement est guidé par ce qu'ils attendent de moi. Mais alors, à qui faire confiance ? Qui peut nous donner une valeur inébranlable que ni le monde, ni les circonstances, ni même notre propre opinion peuvent briser ? Qui se soucie de notre enveloppe corporelle avec laquelle nous traversons la vie et pense qu'elle est merveille,
digne d'être accepté, regardé et aimé. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Psaume 139, versets 13 et 14. Avec Dieu notre Créateur, même les limites de mon corps deviennent belles, car elles témoignent du besoin que j'ai de lui. Ainsi, je les accepte plus facilement, ses échecs, ses limites, ses imperfections. J'arrive même à les chérir. Et même si je me trompe, même si je n'ai pas atteint mes objectifs, même si je ne suis pas assez performante, ma force n'est pas en moi, elle est en lui. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Psaume 73, verset 26. Julissa décrit extrêmement bien la pratique de ce que Jacques Ferté nous a expliqué en théorie. On utilise notre corps comme l'outil qui nous permet d'atteindre des performances visées, et pour cela, il y a un seul moyen, le séparer de notre psyché, dans le but de le rendre moins sensible à l'instabilité émotionnelle. Mais en fait, ça semble quasiment impossible Ouais. d'arriver à un stade où notre corps est tellement détaché de notre émotionnel que les remarques sur le corps ne nous font plus rien. Ça montre bien qu'il y a donc un lien indéfectible entre notre corps et notre identité. Ouais. Aussi, l'acceptation des limites semble tout autant nécessaire pour ne pas se dévaloriser quand le corps est défaillant ou vieillissant. On est obligé de comprendre qu'on est imparfait et ça enlève de la fausse pression qu'on se met quand on se dit qu'on est censé savoir tout faire parfaitement. Et ça met aussi la priorité autre part que dans la performance et ça nous aide à réaliser que la valeur n'est encore une fois pas liée à la performance. De ouf, on peut le voir de manière encore plus concrète avec les personnes qui ont des compétences limitées. Par exemple, les personnes âgées ou bien les personnes à mobilité réduite, qui ont un corps avec tout autant de valeur que quelqu'un qui a toutes ses capacités motrices. Ouais, mais c'est quand même super difficile d'accepter et de vivre à 100% le fait que notre valeur n'est pas basée sur nos performances, Carrément. justement. Parce que c'est ancré tellement profondément, et comme nous le dit Julissa, on a besoin de se sentir aimé au-delà de ce que l'on peut produire. Mais si c'est là-dessus que va dépendre l'assurance de notre valeur, il faut que cette chose qui nous aime soit quelque chose de sûr et de stable. Et cette chose stable et sûre que Julissa évoque, c'est Dieu, qu'elle considère comme son créateur. Un créateur de ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle est, et dans toute sa valeur. Et ce Dieu de la Bible, Élie, stagiaire dans les groupes bibliques universitaires, va nous en parler dans la chronique suivante, en nous proposant une possibilité de réconciliation entre notre corps et notre esprit. On lui laisse vous en dire plus, mais avant ça, on va écouter une production de Dario, étudiant en musicologie à Paris, et qui a été aidé par ses cousins pour cette production qui emprunte un style de bossa nova.
4 membres, un tronc et une tête. Outre sa description purement anatomique, le corps humain semble être un objet difficile à définir, et ce certainement parce qu'il dérive de ce que l'on entend plus généralement être l'identité humaine. Par conséquent, son sens fluctue assez largement avec la culture qui cherche à le définir. Prenons l'exemple des Kanaks. Pour ce peuple de la Nouvelle-Calédonie, les parties du corps sont nommées en correspondance avec le règne végétal. Le même mot désigne l'ossature humaine et le cœur du bois. La pulpe du fruit fait, elle, référence à la chair. Les lianes correspondent aux intestins, etc. Pour eux, il n'existe donc pas de frontière entre ces deux mondes. L'être humain, par son corps, est relié et participe au règne du végétal. Cette conception est évidemment aux antipodes de la nôtre, qui, elle, est marquée par l'avènement de l'individualisme moderne, avec Descartes en tête de file. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis, place le sujet au centre de toute démarche de connaissance. Alors la cosmogonie disparaît. Il n'y a plus de grande histoire dans laquelle trouver sa place. Cette place est à forger soi-même. C'est la première rupture. Avec cette conception moderne et l'émergence de l'individu, c'est désormais au sujet, à moi, que revient la possession du corps. Mon corps, mon choix. Je suis libre d'en faire ce que je veux, et la communauté ne possède ni mon corps, ni celui de personne. C'est la deuxième rupture. La rupture avec la communauté, avec les autres. Le corps devient maintenant le lieu de la différence, expression de l'individualité. Il se constitue comme la frontière entre moi et les autres. Mais en plus de ces deux ruptures, vient poindre le dualisme platonicien, et a fortiori cartésien. C'est la troisième rupture, celle du corps avec moi-même. Même si aujourd'hui, plus vraiment personne ne défend explicitement la séparation de l'être humain en deux substances distinctes, le corps et l'esprit, elle reste là, ancrée dans notre imaginaire collectif, de notre vocabulaire. On se présente notre corps comme un attribut, un accessoire de notre personne. Il s'agit de se réconcilier avec son corps, de s'approprier son corps. On parle de la libération des corps, comme si ce corps était un objet extérieur à nous-mêmes. Avec ces ruptures apparaissent un certain nombre de crises existentielles. On se sent perdu, et à juste titre, car abandonné à nous-mêmes, coupé du cosmos et de la communauté par notre corps. Mais pire encore, ce corps n'étant plus vecteur de lien, se transforme en outil d'oppression pour l'individu. Mais bien loin de moi l'idée de prolonger frontalement la critique de cet individualisme, comme source de mal absolu. Il me semble en revanche important d'insister sur ce qu'il nous dévoile. Nous mettant à nu, la triple rupture met à jour le lien irréductible que nous continuons d'entretenir avec le monde, celui du silence et de l'effroi, disait Pascal. C'est la nausée sous la plume de Sartre. Notre existence crie son angoisse, et le retour en arrière, après cette prise de conscience, n'est ni souhaitable, ni désirable. Tentons de trouver un remède, en partant à la rencontre du monde de la Bible. Et plus précisément, c'est le monde de Paul que je vais vous inviter à explorer avec moi. C'est un précurseur à la pensée chrétienne. Paul est un juif jusqu'au bout des ongles. Il a vécu durant le 1er siècle de notre ère. Ses écrits, rédigés en grec, sont fortement influencés par l'hellénisme de son époque, mais sa conception du monde est absolument tributaire de la pensée et des écrits hébraïques. Or, l'hébreu est une langue hautement pragmatique, qui ne cherche pas à s'embarrasser de concepts trop abstraits, exige donc la séparation conceptuelle de l'être humain en deux entités, corps et esprit. L'homme est son corps, plus qu'il n'a un corps. D'ailleurs, contrairement à la conception grecque, l'être humain n'est pas compris comme étant un esprit ayant chuté dans un corps matériel. En revanche, il est corps matériel fabriqué des mains de Dieu, mu et rendu vivant par le souffle de ses narines. Comme le dit le philosophe Claude Trémontant, pour les Hébreux, si on enlève l'âme, il ne reste rien. Il ne reste pas un corps, il ne reste rien sinon de la poussière du monde. Aussi, l'hébreu emploie-t-il indifféremment pour désigner l'homme vivant les termes âme ou chair, qui visent une seule et même réalité, l'homme vivant dans le monde. Ainsi, il y a des conséquences pratiques. Par exemple, concernant la connaissance. L'on ne pense pas malgré son corps, l'on pense avec son corps. Car pour les Hébreux, tout comme pour Paul, l'acte de connaissance est un engagement de l'humain dans son entièreté. Autrement dit, le corps n'est pas un obstacle à la connaissance, mais la condition même de sa possibilité. L'on pense avec ses émotions et pas contre elles. On pense avec ses valeurs, ses instincts, ses sens, sa vie et les rituels qu'on lui donne. Paul donc, dans ses lettres, utilise plusieurs termes pour parler et décrire l'être humain. Corps, chair, esprit, âme, cœur, mentalité. Mais pour commencer, arrêtons-nous sur le mot corps.
et nous verrons ensuite le contraste qu'il opère entre la chair et l'esprit. Paul utilise le mot corps dans une variété de contextes, mais lorsqu'il l'attache à l'être humain, c'est pour en parler en tant qu'être en relation au monde et aux autres. Si sa conception n'efface pas forcément de manière radicale tout dualisme corps-esprit, elle le fémise très largement au profit d'un autre dualisme. Lisons, par exemple, ce qu'il écrit aux Corinthiens. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton dard ? On voit que chez Paul, c'est la dualité non pas anthropologique corps-esprit, mais temporelle qui définit principalement sa notion de notre rapport au corps. Il y a un avant et après la victoire finale de Dieu. Avant, il y avait un corps, et après, il y aura toujours un corps, mais transformé. Cette transformation a pour effet de permettre la vie éternelle, c'est-à-dire d'être dans la présence et la paix de Dieu, le shalom. C'est une conception eschatologique, ce qui veut dire qu'elle prend comme grille de lecture la fin des temps. Le deuxième concept, la chair, est difficile à définir, car Paul l'utilise dans une très large gamme de sens. Il peut se référer à la matière recouvrant les os, il l'utilise pour parler de la fragilité humaine, par exemple ce mot qu'il utilise pour parler de lui en proie à la maladie. Mais tout comme le mot corps, la chair est employée dans une sorte de métonymie qui met l'accent sur l'aspect corruptible et corrompu de l'humain. C'est la condition de l'humain sans Dieu, dans ce sens, il est toujours négatif, contrairement au mot corps qui lui est neutre. La chair est souvent mise en contraste avec l'esprit. Paul écrira aux chrétiens de Galate « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. » Normalement, ici vous commencez à réaliser que le contraste ne se produit pas d'un point de vue platonicien, mais eschatologique, où Dieu rétablit la justice. Il est donc question d'une humanité incapable d'arriver d'elle-même au bien. C'est la chair, en contraste avec une humanité insufflée par la volonté de Dieu, c'est l'esprit. Plus tard, Paul précisera « En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Telle est la condition de l'homme sans Dieu, livré à lui-même, esclave du péché, c'est-à-dire d'une force qui l'empêche d'accomplir pleinement ce qui est bon et ce qui est juste. C'est ça la chair, c'est l'être humain dans son ensemble, compris comme étant dépassé par sa condition existentielle sans Dieu. À partir de ce constat, aucun secours ne peut venir de cette tragique condition. Ni la soumission de notre corps par la raison, ni pratique ascétique, ni stoïcisme ne saura nous sortir de là, puisque corps et esprit sont ensemble esselés de Dieu. Mais il est encore plus illusoire de croire que le secours vienne d'une libération du corps, entendu comme abdication à notre condition sans Dieu. La seule alternative pour Paul, c'est que Dieu intervienne, pour que l'on puisse marcher selon l'esprit, et enfin libérer le corps, donc l'être humain de la force qui l'opprime. Cet événement, cette intervention salutaire, est déjà advenue. Et c'est là l'incroyable bonne nouvelle que Paul partage aux Galates. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Jésus a inauguré un âge nouveau. Nous sommes dans le commencement de cette deuxième partie de la dualité temporelle, eschatologique, que Paul décrit. Par sa résurrection corporelle, Jésus nous ouvre la voie et la vie éternelle commence aujourd'hui par notre association, par la foi à sa crucifixion. Cette inauguration sera pleinement réalisée lorsque toute la création de Dieu et notre corps avec elle seront transformés pour convenir à sa présence lors de son retour. En attendant, la communauté de croyants est déjà une communauté eschatologique, c'est-à-dire sauvée de sa condition sans Dieu. Le choix reste le vôtre. Quel dualisme allez-vous choisir ? Et surtout, de quelle humanité allez-vous faire partie ?
Finalement, aujourd'hui, comme l'a dit Ellie, peu de gens distinguent catégoriquement le corps et l'esprit. Mais il y a quand même une rupture qui est faite et qui n'est pas encore rétablie. Cette rupture, elle est totale, elle est tripartite parce qu'elle est entre notre corps et notre environnement naturel, entre notre corps et notre environnement sociétal, et entre notre corps et notre esprit. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur la rupture entre notre corps et notre esprit. Parce que moi, je me rends compte que j'ai pas l'habitude de stresser dans ma tête, mais j'ai beaucoup de signes physiques qui sont associés à des périodes de stress. Et je mets beaucoup de temps à me rendre compte qu'en fait, c'est associé à cette période de stress. Et c'est très difficile. Enfin, ça témoigne vraiment de cette dissociation qu'on fait entre les signes physiques et l'esprit. Ouais. Et apparemment, la volonté seule de réconcilier ces choses ne suffit pas. Ouais. Mais alors, je me demande, est-ce que c'est possible de réconcilier ces choses ? La Bible nous dit que non, parce que notre corps et notre esprit, il est contaminé par la chair à laquelle on est soumis, donc que c'est impossible. Comme une sorte de champignon qui viendrait s'accrocher à notre peau. Ah ouais, dégueu. Et qui peut pas être guéri sauf avec un fongicide en fait. De la même manière, pour la chair, le seul fongicide existant, il est accessible grâce à une intervention divine. Et cette intervention divine, elle se manifeste dans la venue de Jésus et dans sa crucifixion. Cette action vient réconcilier tout ce qui a été séparé par ces ruptures. Le cosmos et nous, les autres et nous, et nous et nous. Donc avant la libération par Jésus, notre identité c'est esprit plus corps plus chair. Et après la reconnaissance de cette libération par Jésus, notre humanité c'est esprit plus corps. Donc, si on récapitule, il semblerait qu'on ait un biais permanent dans la façon de traiter notre corps à cause du fait qu'on le considère comme extérieur à nous. On a remarqué qu'on avait tendance à utiliser notre corps comme un outil qu'on pense gérer comme on veut, parce qu'on a ce besoin de maîtrise en nous. Mais on a parlé du fait qu'en faisant partie de cette communauté qu'est l'humanité, c'est difficile de faire la part des choses entre ce qu'on maîtrise pour nous ou pour correspondre à des normes qui nous sont dictées extérieurement, parce qu'en fait on est aussi influencé par notre environnement composé de notre entourage et des normes sociales. Ouais. Du coup, c'est parfois difficile juste de gérer ce rapport à ce corps avec lequel on est. Élie nous a parlé du fait que Jésus est venu nous montrer que nous n'étions pas condamnés à être enfermés dans ces schémas de rupture. C'est le précurseur de la vision corps et esprit ne font qu'un. Et ça permet d'interrompre notre fausse conception sur notre rapport au corps. Considérer notre corps comme un outil n'est ni viable ni vrai, tout simplement. Ouais, il n'est pas extérieur à nous, il est nous, il fait partie de nous. Même si, en reconnaissant que Jésus réconcilie tout ça, on prend conscience que notre corps est partie intégrante de nous et que du coup il est bien, et en fait ça change pas nos habitudes de manière immédiate. On peut continuer longtemps à pas traiter son corps comme il faut. Ouais. Si vous ressentez le besoin d'être aidé pour ça, n'hésitez pas à contacter des professionnels qui sont là exprès pour ça. Yes, c'est important. Et puis c'était super cool de pouvoir parler de tout ça ensemble. On espère que l'épisode vous a plu, vous aura parlé, et puis on se dit à bientôt. Et n'hésitez pas à partager le podcast tout autour de vous. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Ciao, ciao. Le comptoir, le podcast des GBU.